Environnement. Quelle opportunité d'affaires dans la transition écologique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la Chambre britannique de commerce pour le Maroc. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour parler d'un sujet d'importance capitale et cruciale pour nous tous, l'environnement. En fait, nous tenons cette rencontre aujourd'hui à l'heure où la crise sanitaire est venue nourrir le sentiment d'urgence climatique. Elle a fait converger les aspirations du public et les intérêts des entreprises pour. Bonjour à tous. Alors, petite erreur, petite problématique technique concernant notre cher président de la Chambre britannique, Stéphane Aor. Environnement. Quelle opportunité d'affaires dans la transition écologique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la Chambre britannique de commerce pour le Maroc. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour parler d'un sujet d'importance capitale et cruciale pour nous tous, l'environnement. En fait, nous tenons cette rencontre aujourd'hui à l'heure où la crise sanitaire est venue nourrir le sentiment d'urgence climatique. Elle a fait converger les aspirations du public et les intérêts des entreprises pour les innovations en faveur du climat. L'action contre le réchauffement climatique est devenue en quelques années à la fois un défi sociétal et une opportunité pour les entreprises. Opportunité en termes d'investissement, d'innovation et en termes de raison d'être, puisque le défi climatique offre aux acteurs l'occasion de montrer leur engagement dans le quotidien et leur business dans la durée. À la pointe de la lutte contre les changements climatiques, le Maroc est largement investi dans une logique de développement durable et s'est déjà engagé dans un processus d'économie verte en mettant en place plusieurs plans et programmes structurants et de grande envergure. Plan Maroc vert, la stratégie énergétique, le plan Haletus, le plan émergence. En outre, le Royaume de Maroc a fait preuve d'un leadership fort dans la lutte contre le changement climatique grâce à une implication remarquable de son secteur privé. Le pays ambitionne de devenir dans les prochaines années la base industrielle la plus compétitive au monde et parmi les 5 les plus innovants, ainsi que la base industrielle de référence décarbonée de la région, puisque le Maroc dispose de l'une des potentiels les plus importants en énergie renouvelable. Le remarque s'est donc inscrit sur la perspective d'assurer une transition écologique durable et bas carbone, en lançant plusieurs chantiers qui nous poussent à poser la question suivante. Quand est la mise en œuvre des objectifs du Maroc en émissions de gaz à effet de serre? Quel est le potentiel des nouveaux marchés créés par la transition vers une économie bas carbone? Et le marché de la transition énergétique marocain est-il toujours compétitif? Pour apporter des réponses à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir d'un panel diversifié des experts du domaine, que je remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Madame Nazma Gerondi, expert en développement durable, Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, qui va nous éclairer sur comment accompagner les acteurs économiques dans la transition écologique, notamment le calcul de bilan carbone. Merci, Madame Gerondi, d'être parmi nous. Je tiens également à remercier Madame Amal Benessa, directeur Finance Durable, Bank of Africa, qui va nous parler des mécanismes de financement disponibles pour accompagner la transition verte des entreprises. Mes remerciements vont aussi à M. Bachir Mouyi, Lead ESG Compliance, Sustainability Platform OCP Group, que nous avons sollicité pour analyser avec nous les enjeux de l'économie durable, mais aussi pour nous initier à la vision et aux objectifs du groupe OCP par rapport à la neutralité carbone. Enfin, je remercie Mme Huda Bustia, responsable Commission Économie verte à la CGM, qui va nous donner la vision sur l'énergie renouvelable
au Maroc ainsi que l'état des lieux de l'économie verte. Avant de redonner la parole à Landry pour modérer le reste de cette session, je tiens à remercier nos partenaires pour cet événement. OCP Group, Spirit Aerosystems, BMCE, Bank of Africa, Consumer, CIH Bank, Aqua Group, British International School of Casablanca, IHNA Investments, SMEIA, TACA Morocco et les eaux minérales de Hull. Merci à toutes et à tous et bon webinaire. Merci, bonjour à tous. Merci Stéphane Orr, président de la Chambre britannique. Merci à vous d'être présent ce soir pour cette nouvelle conférence consacrée, vous l'avez donc compris, aux opportunités d'affaires dans la transition écologique. Selon les experts, il faudrait 2500 milliards de dollars en financement public et privé chaque année pour pouvoir atteindre, en termes de financement, les objectifs fixés par l'ONU en matière de réduction des gaz à effet de serre et donc de diminution de notre impact sur la Terre. On va parler aujourd'hui plus particulièrement du marché marocain, des priorités à définir et des développements à venir dans les 5-10 prochaines années avec nos experts de qualité que Stéphane nous a brièvement listés. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir avec nous Ouda Bouchtia. Bonsoir. Bonsoir, je te remercie pour cette invitation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Vous êtes la responsable commission économie verte au sein de la CGM. On va voir avec vous dans quelques instants si le secteur justement des énergies renouvelables est toujours compétitif ici au Maroc, et puis quelles sont les opportunités qui se dressent devant nous. Comment encourager également le développement de l'économie verte dans les prochaines années. Également avec nous Nasma Jrandi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous êtes expert en développement durable. On fera avec vous un panorama sur finalement les différents enjeux pour pouvoir accompagner davantage les entreprises marocaines dans leur transition énergétique. Quels sont également les segments de l'économie qui peuvent tirer profiter de la décarbonation de l'économie qui est en route maintenant depuis quelques mois, et puis quels sont les risques justement de ce fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour les exportations marocaines, un mécanisme qui a été mis en place qui est en train d'être mis en place progressivement par l'Union européenne. Amal Benaïssa est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc responsable finance durable au sein de Bank of Africa. On va parler avec vous justement des risques et des opportunités liées au climat dans la stratégie de financement de votre établissement bancaire, et puis quels sont les mécanismes de financement qui sont offerts par Bank of Africa pour accompagner les entreprises, notamment vers la transition écologique. Et puis j'ai le plaisir également de recevoir ce soir pour ce webinaire M. Bachir Morini. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, bonsoir. Donc vous êtes lead ESG Compliance Susceptibility Platform de l'OCP Group. On verra avec vous justement ce que a prévu l'OCP en matière justement de neutralité carbone, puisqu'il y a une date qui est fixée, c'est l'objectif de 2040, et vous nous parlerez des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et leur importance pour l'entreprise OCP, et c'est vrai que ça pourrait être très inspirant. Merci à tous d'être là. Je rappelle que la parole est à vous également. Vous pouvez bien sûr nous écrire, poser vos questions dès maintenant. Une fois les interventions de nos intervenants terminées, la parole, vos questions seront retranscrites par ma voix et seront posées directement à nos intervenants. Sans plus tarder, j'ai donc donné la parole à Madame Ouda Bouchtia qui nous a fait le plaisir d'être là. On va parler avec vous justement de nos entreprises marocaines, voir avec vous qui êtes responsable de la commission économie verte à la CGM. Quel est l'état des lieux du marché marocain? C'est un marché qui est toujours compétitif?
Je vous remercie pour cette question. Effectivement, oui, il y a eu beaucoup de contraintes en ce moment liées notamment à la crise du Covid, la guerre en Ukraine, mais les entreprises marocaines se maintiennent bien. Et derrière ces crises et ces risques qu'on voit surgir, il y a toujours des opportunités derrière que les entreprises marocaines ont montré leur agilité à saisir en temps voulu et rapidement. Donc, pour l'exemple de la crise du Covid, on a vu beaucoup d'entreprises de textiles se reconvertir vers la production de masques. On a vu beaucoup d'innovation et de R&D qui s'est mise en place pour l'invention des masques, des respirateurs marocains. On a eu des tests antigéniques marocains. Donc, le secteur privé marocain a montré ses compétences et sa capacité à agir rapidement. Pour ce qui est du sujet qui nous intéresse, celui de l'économie verte, il y a énormément d'opportunités qui se créent. Vous avez cité le domaine de l'énergie qui est le plus édifiant et c'est un secteur où il y a beaucoup d'opportunités, notamment en termes de production décentralisée. Les grandes centrales, oui, sont des investissements importants à l'échelle nationale, mais ce sont aussi beaucoup de petits projets qui peuvent créer des entreprises, des TPE, des PME et beaucoup d'emplois derrière. Donc, il y a un projet de loi qui est dans le circuit législatif actuellement sur l'autoproduction. Il y a la refonte de la loi existante, la 1309, qui est très connue, qui est maintenant la 4019, qui est également en révision. Ce sont des choses qu'on suit de près parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'avantages à créer de l'énergie verte pour les entreprises, notamment pour celles qui sont raccordées à la moyenne tension, qui n'y avait pas accès jusqu'à présent. Il y a l'énergie, il y a également tout. Pardon. Sur la moyenne tension, justement, il y a effectivement un projet de loi qui est en cours et qui doit être finalisé dans les prochains mois. C'est cette même loi sur les énergies renouvelables. Il suffit justement d'un petit un arrêté conjoint entre deux ministères pour que ça puisse être mis en place. Mais bon, bien sûr, il y a une certaine adaptation du réseau national marocain pour que ces échanges d'énergie puissent effectivement avoir lieu. Voilà. Donc, il y en a d'autres opportunités qui sont liées à l'économie circulaire, bien sûr, tout ce qui est valorisation des déchets. Actuellement, tout ce qui est recyclage, valorisation des déchets est très, très bien structuré, bien organisé au Maroc. Une grosse partie demeure dans l'informel, mais si on arrive à formaliser ces différentes filières de valorisation des déchets, on aura beaucoup d'emplois à la clé et des emplois qui sont un peu dans des conditions meilleures que celles que l'on voit actuellement. Il y a d'autres opportunités liées à la mobilité électrique et durable. Donc, on a initié un travail sur la mise en place d'une feuille de route nationale avec nos différents départements ministériels qui sont concernés par cette question-là, en commençant le travail par la mobilité électrique. On y voit des opportunités énormes pour ce qui est de la mise en place le développement d'infrastructures de recharge au niveau national. Donc, il y a déjà une unité de production qui a vu le jour à Ben Guerir qui est capable de produire jusqu'à 5000 bornes par an. Il y a également la production de batteries électriques qui est intéressante et que le Maroc pourrait vraiment développer. Mais tout ce qui est derrière la mobilité durable, c'est aussi une question d'aménagement du territoire et les possibilités d'accès à des emplois. On sait que beaucoup de personnes n'ont pas accès d'emploi pour des questions liées à la mobilité et à la faiblesse de nos transports en commun. Donc, c'est toute une vision qui est en cours de révision et à laquelle la CGM va apporter sa contribution avec, comme je le disais, différents départements ministériels. Une deuxième phase va être lancée très prochainement qui va concerner tout l'aspect de la mobilité durable, la mobilité à l'hydrogène également, les différentes autres sources de carburant, de combustible à utiliser dans les véhicules du futur. Voilà pour ce qui est de la mobilité. Et puis, la CGM s'intéresse également à accompagner les entreprises dans toute cette transition-là, en leur offrant tout un programme de formation, de sensibilisation, mais également d'outils utiles qui peuvent les aider à amorcer cette transition
On parle énormément actuellement de décarbonation. Donc, je laisserai peut-être Nasma Jandi détailler plus ça. On travaille tous les jours. On était d'ailleurs en réunion juste avant ce webinaire-là et qui va parler plus en détail de la Task Force décarbonation qui a été initiée par la Fondation. Et c'est un travail qui est remarquable et qui nous sert vraiment à accompagner les entreprises dans ce processus de décarbonation. Voilà, donc c'est un travail qui dure depuis très très longtemps. C'est pas nouveau au niveau de la Confédération patronale marocaine. Moi, pour ma part, ça fait 14 ans que je travaille à la Confédération et la commission existait bien avant moi. Et sa dénomination et son champ d'action a évolué en fonction à mesure que les orientations à l'international évoluent pour accompagner au mieux les entreprises. C'est d'ailleurs maintenant pourquoi on l'appelle économie verte, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'opportunités économiques derrière toutes ces transitions écologiques. Voilà, merci. Ouda Bouchtia, justement, vous parlez des mécanismes qui sont mis en place pour les entreprises, pardon. C'est vrai qu'il y a un accompagnement de la CGM, mais est-ce que ça suffit en dehors du rôle de la CGM? Effectivement, on voit qu'au niveau de l'arsenal juridique, ça bouge. Est-ce qu'au niveau de la fiscalité, par exemple, on est suffisamment incitatif ou est-ce qu'il faut que l'État bouge davantage dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a d'autres leviers peut-être pour permettre, j'ai pas envie de dire le mot émergence, mais davantage d'accélération dans tout ce qui est transition énergétique et initiative du monde privé? Tout à fait, c'est un levier sur lequel on travaille énormément. Donc, à chaque loi de finances, on émet certaines propositions qui sont bien sûr étudiées pendant toute l'année. C'est pas une fois que la loi de finances est là qu'on essaie de proposer des amendements, mais on échange régulièrement avec l'administration fiscale autour de ces questions-là parce qu'on estime qu'un levier fiscal est important. Et la fiscalité verte, contrairement à toute autre fiscalité, sert de levier. Elle est amenée à disparaître dans le temps une fois que tout le système sera mis en place. Donc, c'est un coup de pouce qu'on peut donner initialement, mais qui ne coûterait pas à l'État pendant longtemps. Donc, c'est en 5-10 ans, on peut supprimer certaines incitations qui seraient mises en place et le marché se régulerait de lui-même. Mais effectivement, c'est un point très, très important sur lequel nous, on travaille énormément. Quelles opportunités vous voyez, vous, dans les 5 ans à venir? Vous avez listé effectivement plusieurs secteurs d'activité, l'énergie, la mobilité durable ou encore le recyclage. J'en passe, mais selon vous, quelles sont peut-être les 2 ou 3 opportunités principales à saisir? J'y vois énormément dans la mobilité électrique et durable, et également dans toute l'économie circulaire, parce que l'économie circulaire ne concerne pas seulement, le déchet, oui, est un pan important, mais c'est tout ce qui est utilisation rationnelle des ressources. Il y a également un point que j'ai oublié d'évoquer qui est très, très important au regard du stress hydrique que vit le Maroc, mais tout ce qui est lié à l'efficacité hydrique. C'est-à-dire de rationaliser ses usages de l'eau en consommant moins, en recyclant autant que possible les eaux dans les processus industriels et en émettant moins de rejets polluants. Et ça, c'est un concept qui n'est pas encore très, très développé. Et on pense que nous, à l'image de ce qui existe au niveau de l'efficacité énergétique, l'efficacité hydrique a réellement toute sa place au Maroc. Oui. C'est vrai que du côté de l'efficacité hydrique comme de l'économie circulaire, là on imagine qu'il y a plein de TPE, voire PME qui pourraient c'est à la portée de beaucoup de monde en tout cas. C'est vrai que ce n'est pas forcément des financements importants. On peut démarrer petit puis grossir très rapidement, non? Exactement, tout à fait. Merci beaucoup, Ouda Bouchtia. Vous restez bien sûr avec nous. On va passer la parole tout de suite à Madame Nasma Jandi, qui est donc experte en développement durable, avec qui vous étiez justement il y a quelques minutes, 1 heure, 2 heures en call, c'est ça? Même pas 10 minutes. 10 minutes. Juste avant de vous rejoindre. Vous n'êtes pas lâché, tant mieux. Bonjour, Nasma Jandi. Bonjour. Bonjour Benoît, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu présente pour ce webinaire de la Bridgecham. Est-ce que selon vous, c'est la première question que je vais vous poser, est-ce que selon vous, les acteurs économiques marocains ont suffisamment conscience des enjeux justement climatiques et de l'impératif de la décarbonation? Parce que la décarbonation, c'est vrai que
c'est une urgence globale, mondiale, mais elle nous est aussi imposée par nos voisins européens. Exact, tout à fait. En fait, les entreprises marocaines ont réalisé que maintenant, elles n'ont plus le choix. Elles n'ont plus le choix parce que donc il y a le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne qui va rentrer en vigueur. Donc ils vont commencer à le calculer à partir de janvier 2023, donc c'est dans moins de 6 mois, avec une application de la taxe à partir de 2026. Et puis il y a donc toutes ces questions par rapport à un marché carbone national, par rapport à la taxe carbone qui pourrait intervenir. Donc voilà, il y a tous ces enjeux, mais au-delà on va dire des enjeux extérieurs, il y a aussi une question de compétitivité pour les entreprises marocaines parce qu'elles ont compris que en fait, la décarbonation, c'est aussi un levier de compétitivité, la réduction de leur facture énergétique principalement, et donc à partir de là, en réduisant leurs émissions, ben, elles réduisent leurs factures et puis elles sont beaucoup plus compétitives. Donc en plus d'être respectueuse de l'environnement, d'être engagée dans une démarche de durabilité, de respect des engagements du Maroc et de la communauté internationale dans le cadre de l'accord de Paris sur le changement climatique, dans cette transition bas carbone à laquelle nous sommes tous engagés. Donc en fait, le Maroc en tant que nation et en tant qu'État s'est engagé dans le cadre de sa NDC à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45,5% à l'horizon 2030. C'est très ambitieux. C'est une des NDC qui a été, on va dire, jugée par les Nations Unies, par la CNUC, comme compatible avec l'objectif de 1,5 de l'accord de Paris sur le climat. Donc, c'est l'honneur de notre pays. Et au-delà de cet engagement, on va dire, stratégique national, les entreprises, en tant qu'acteurs principaux, on va dire, de cette décarbonation, elles ont pris conscience de l'intérêt de tous ces sujets et elles sont demandeuses, on va dire, d'outils, d'accompagnement, de solutions. On les voit tous les jours, nous, au niveau de la Fondation, nous sommes sollicités sur une base quotidienne d'entreprises qui nous appellent, qui nous disent, s'il vous plaît, voilà, on veut s'engager dans la transition bas carbone, comment on fait, quels sont les outils qui sont disponibles. Et ça fait plaisir parce qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau des acteurs privés, mais pas que. D'autres acteurs, on va dire les administrations, les universités aussi, la société civile, il y a une vraie émulsion de l'ensemble des acteurs de la société par rapport à ces sujets de transition bas carbone et d'adaptation au changement climatique et au respect de l'environnement. Comment les accompagner, ces entreprises? Je pose la même question qu'Abouda Bouchtia. Est-ce que ça passe par uniquement la fiscalité ou est-ce qu'il faut davantage je perds mes mots, mais prenez la pression, la bonne parole, voilà, j'y arrive. En tout cas, on essaie de mettre en place les outils. Alors, au niveau de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, déjà en 2016, en marge de la COP 22, donc à Marrakech, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, en partenariat avec la CGM, avait lancé à l'époque ce qu'on avait appelé le pacte qualitaire. Donc, il s'agissait d'engager les entreprises du secteur privé à s'inscrire dans on va dire, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il s'agissait d'abord de mesurer ces émissions, de savoir combien on mesure, ensuite de mettre en place un plan d'action pour les réduire et enfin de compenser les émissions irréductibles. Donc, à l'époque, on s'adressait uniquement aux entreprises du secteur privé. En juillet de l'année dernière, donc en 2021, on a décidé d'ouvrir ce pacte à l'ensemble des acteurs de la société parce que nous sommes convaincus qu'en fait, la transition écologique, c'est une question de tous, de l'ensemble des acteurs. Donc, ce pacte qualitaire est devenu la charte qualitaire qui, en fait, s'ouvre aux universités, aux administrations, aux territoires. On sait combien le rôle des territoires est important dans cette transition bas carbone. Et donc, pareil, on leur met à disposition de l'ensemble des acteurs les outils pour s'engager dans ces transitions bas carbone. Donc, concrètement,
nous leur mettons à disposition l'outil pour calculer leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a un outil de calcul du bilan carbone qui avait été développé par la Fondation il y a quelques années de cela, en 2013, en partenariat avec l'ADEME, donc l'Agence de maîtrise de l'énergie française, sur la méthodologie bilan carbone. Et donc, il s'agit d'aider les entreprises, enfin l'ensemble des acteurs à mesurer leur bilan carbone, leur empreinte carbone à travers cet outil de calcul et de mesure. Je tiens à préciser que nous avons lancé en fait justement en juillet dernier, nous avons mis en place à l'initiative de la Fondation une task force pour la décarbonation de l'économie marocaine. Donc, dans cette task force, nous avons réuni les acteurs les plus pertinents pour accompagner, on va dire, cette mouvance vers la transition bas carbone. Donc, il s'agit du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, du ministère de l'Industrie et du Commerce, de la CGEM, de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, de l'IMANOR, donc l'Institut marocain de normalisation, très important pour tout ce qui est certification, normalisation et reconnaissance internationale des bilans carbone, donc avec la Fondation. Donc, ces 6 parties ont signé une convention cadre pour la décarbonation de l'économie marocaine. Et une des actions principales que nous avons lancées dans la foulée, donc fin d'année dernière, début 2022, c'est justement la mise à jour et la mise à niveau de l'outil bilan carbone par rapport notamment aux facteurs d'émission pour pouvoir calculer l'empreinte carbone des entreprises et des organisations. Donc, cet outil de calcul… Pardon, je suis très curieux, Nasma Jordi, par rapport à cet outil qui est magnifique. C'est un outil que vous choisissez vous-même les entreprises que vous allez voir, ou alors c'est des entreprises qui viennent vers vous? C'est à titre gracieux, c'est de la recherche uniquement? Non, pas du tout. Alors, d'abord, ce sont les entreprises qui nous sollicitent parce que finalement, elles ont besoin de calculer leur bilan carbone. Donc, nous sommes sollicités sur une base quotidienne. Oui. Et je tiens à préciser que cet outil est totalement gratuit et l'engagement dans la charte qualitaire est un engagement moral totalement gratuit. En fait, en signant cette charte qualitaire, n'importe quel acteur, institution, université, territoire, donc s'engage en signant la charte à mesurer ses émissions, mettre en place un plan d'action pour les réduire et enfin compenser les émissions irréductibles. À partir de ce moment-là, tout de suite, nous, en contrepartie, on vous met à disposition l'outil. Donc, on vous communique le tableur, l'outil de calcul du bilan carbone. On vous accompagne à travers des formations quant à l'utilisation de l'outil, mais aussi des formations un petit peu plus générales sur la comptabilité carbone, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, comment on fait un bilan carbone, etc. On a aussi des webinaires de sensibilisation, on va dire plus large public. Et donc, voilà, on essaye vraiment d'accompagner cette montée en compétences, ce renforcement de compétences de l'ensemble des acteurs sur la comptabilité carbone de manière générale. Donc, une fois que… Je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas arrêter de vous poser plein de questions. Alors, dernière question, je sors du cadre, juste par curiosité, pour l'instant, combien d'entreprises vous avez eu, enfin, entreprises, universités, structures étatiques? On est autour d'une 50aine, mais je ne vous cache pas qu'on a des sollicitations quotidiennes. D'ailleurs, Houda pourrait en témoigner. Tous les jours, on a une entreprise, une université qui nous demande comment avoir accès en fait à l'outil de calcul du bilan de gaz à effet de serre, parce qu'en fait, il s'agit d'avoir accès aux facteurs d'émissions nationaux. Juste pour préciser, peut-être pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec ce sujet, quand on fait un bilan carbone, donc pour calculer nos émissions et calculer notre empreinte carbone, on utilise ce qu'on appelle des facteurs d'émission. Donc, ce sont des données d'activité. Et donc, en fonction de votre secteur d'activité, vous avez un facteur d'émission, c'est un coefficient, on va dire, un pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre en fonction de l'activité. Donc, il y a un facteur d'émission pour l'électricité, un facteur d'émission pour le plastique, le verre, enfin voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais juste pour expliquer donc, que ces facteurs d'émission, en fait, ils constituent ce qu'on appelle la base carbone nationale. Et aujourd'hui, dans le cadre des travaux de la task force, nous avons actualisé ces facteurs d'émission. Donc aujourd'hui, on a une base carbone nationale de 300 facteurs d'émission qui sont tous actualisés 2022 et qui permettent justement aux organisations de calculer leur bilan carbone
avec les données nationales. Et ça, c'est très important parce que jusque-là, on va dire, les entreprises qui calculaient leur bilan carbone souvent utilisent des facteurs d'émission soit de la base carbone française, soit à l'échelle internationale, des données du GIEC, des choses de ce genre. Et donc, en fait, ça ne reflète pas totalement la réalité du terrain national. Donc, c'était très important pour nous de mettre à jour ces facteurs d'émission, de les adapter au contexte national, d'en ajouter de nouveaux, parce que voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait des secteurs qui n'étaient pas représentés dans la première version de l'outil, mais surtout aussi, ce qui est important, c'est de les mettre, on va dire, à niveau par rapport au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières dont on a parlé, qui va rentrer en vigueur dans quelques mois, et puis aussi par rapport à l'article 6 de l'accord de Paris sur le climat, en fait, qui va parler des transactions carbone à l'échelle internationale. Donc, une fois que vous adhérez à la charte qualitaire, donc vous vous engagez à mesurer vos émissions, on vous donne l'outil pour le faire et on vous accompagne à travers la formation et le renforcement des capacités. Ensuite, mesurer ces émissions, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Ça permet de savoir où est-ce qu'on se situe, d'où on part, mais ce qui est important, c'est d'engager des actions pour réduire ces émissions. C'est ça la transition bas carbone. Donc en fait, ce qui est important, c'est de mettre en place un plan d'action de réduction de ces émissions, donc à travers des mesures d'efficacité énergétique, du renouvelable, enfin, il y a plein de choses. Donc, nous, on essaye de vous mettre en relation avec les acteurs pertinents pour vous accompagner dans cette démarche. Donc, il y a l'AME, il y en a d'autres, bien évidemment. Et enfin, une fois que vous avez réduit au maximum, eh ben, il va rester des émissions incompressibles, irréductibles, qu'on ne pourra pas réduire. Et donc là, il s'agit de les compenser pour justement pouvoir atteindre la neutralité carbone. Donc, pour la compensation, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, depuis 2009, a des projets pilotes de compensation volontaire carbone. Donc, c'est des projets de 4 secteurs d'activité rapidement. Donc, on finance des projets. Là, par contre, il y a une partie contribution financière pour le financement de projets de compensation carbone. Donc, c'est des projets principalement dans tout ce qui est énergie renouvelable et efficacité énergétique. Donc, par exemple, on équipe en panneaux photovoltaïques des écoles dans le milieu rural. C'est juste un exemple, à titre d'illustration. Il y a aussi des projets de plantation pour la captation carbone. Donc, on plante beaucoup dans la palmeraie de Marrakech, qui en fait est un territoire géré par la Fondation, mais pas que. On a planté à Jarada récemment. On a aussi des projets de financement sur tout ce qui est valorisation, tri des déchets et aussi sur la mobilité durable. Donc, toute entreprise qui a un projet dans ces 4 secteurs, on voit comment est-ce qu'on peut dans le cadre du portefeuille justement de compensation volontaire carbone mené par la Fondation, contribuer au financement de ces projets de compensation justement pour pouvoir atteindre la neutralité carbone. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de lancer une étude pour certifier ces projets de compensation pour que les entreprises qui choisissent de financer ces projets puissent récupérer les crédits carbone des émissions évitées à revendre sur les marchés internationaux. Donc, il y a par exemple le secteur de l'aviation, juste pour citer, qui sont obligés aujourd'hui par la réglementation internationale de compenser leurs émissions dues au transport aérien, en fait. Et donc, eux, aujourd'hui, ils compensent sur les marchés internationaux. Donc, en certifiant les projets de compensation de la Fondation, ça leur permettrait de compenser au Maroc et d'attirer d'autres émetteurs, on va dire, pour compenser leurs émissions sur des projets au Maroc qui sont gérés sur le territoire national. Tout ça, ça va nous permettre, in fine, on l'espère, de pouvoir justement répondre aux exigences du mécanisme d'ajustement carbone et éventuellement de la mise en place d'un marché carbone national et aussi de répondre à nos engagements sur la stratégie nationale bas carbone qui a été publiée en octobre dernier pour justement pouvoir atteindre la neutralité carbone dans laquelle le Maroc est engagé à l'horizon 2050. Alors, Nasma, j'en ai 2 dernières questions. D'abord, selon vous, quels sont les segments de l'économie qui peuvent gagner finalement grâce à la décarbonation? Est-ce que c'est l'ensemble de l'économie ou est-ce que c'est quelques filières en particulier? Et puis, quel risque justement ce mécanisme d'ajustement carbone fait-il peser à notre économie nationale et en particulier aux exportateurs marocains? Bien sûr. Alors, moi, je dirais qu'on a tous notre part à jouer sur la décarbonation, bien sûr. Après, il y a des secteurs qui sont plus concernés que d'autres. Il y a des industries émettrices qui sont fortement émettrices.
Je pense au secteur du ciment, de l'acier, enfin d'autres d'ailleurs qui sont les premiers à être concernés par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières envisagé par l'Union européenne, parce que voilà, ils ont un impact plus fort sur l'environnement. Et puis pour eux, c'est surtout une question de compétitivité, parce qu'en fait, en réduisant leurs émissions, elles réduisent leur facture énergétique. Et donc, vraiment, toute entreprise qui est engagée, on va dire, qui cherche voilà, à réduire ses coûts, va s'engager dans cette démarche de réduction de ses émissions, au-delà on va dire, du côté responsable environnemental et green, voilà, en sortant du greenwashing, c'est vraiment une question de compétitivité pour les entreprises aujourd'hui et je pense qu'elles l'ont bien compris. Donc, pour revenir au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc il s'agit en fait on va dire, d'une taxe, je peux l'appeler comme ça, même si les Européens n'aiment pas l'appeler comme ça, d'ajustement pour que les entreprises en fait qui produisent sur le sol européen soient soumises aux mêmes exigences que les entreprises qui produisent à l'extérieur de l'Europe. Donc en fait, ça va être aux importateurs européens. Donc vous êtes une entreprise européenne, vous êtes basé sur le sol européen, vous importez des produits de l'extérieur de l'Europe, ben, vous êtes soumis à une taxe qui en fait va réajuster le niveau des émissions de vos produits, donc votre empreinte carbone, par rapport à l'empreinte carbone des produits qui sont produits sur le sol européen. Donc aujourd'hui, il y a 5 secteurs qui sont concernés pour l'instant. Donc c'est le ciment, l'acier, le fer, les fertilisants et l'électricité. Donc voilà, pour le Maroc aujourd'hui, ce qu'on exporte beaucoup, c'est les fertilisants. Donc je vais laisser le collègue de l'OCP parler de la partie fertilisants. Mais voilà, c'est un sujet d'intérêt très important pour l'OCP. D'ailleurs, l'OCP, avant même le mécanisme d'ajustement carbone, s'est engagé à la neutralité carbone à l'horizon 2040. Donc, c'est quand même très ambitieux. Et donc, il s'agit en fait voilà, de les mettre au même niveau. Voilà, donc en fait, il y a une phase transitoire qu'on va appeler, c'est la phase entre 2023 et 2026, où c'est les entreprises européennes importatrices qui vont en fait déclarer, donc ils ont une espèce de formulaire à renseigner dans lequel ils vont déclarer le bilan carbone de leurs produits importés. Donc voilà, et ensuite, c'est ces entreprises qui vont payer la taxe. Ce ne sera pas les exportateurs marocains. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises marocaines? C'est qu'en fait, ben, ça leur fait diminuer en compétitivité. Parce que moi, je suis une entreprise européenne, je vais chercher le produit à l'échelle mondiale le moins émetteur en carbone pour pouvoir l'importer. Donc aujourd'hui, le Maroc a une politique de décarbonation de son industrie. Je vais regarder les entreprises marocaines qui ont la plus faible empreinte carbone. Si le Maroc n'est pas engagé dans cela, je vais aller regarder les pays concurrents, voisins, qui en fait mettent sur le marché des produits à bas teneur en carbone. Donc en fait, c'est ça, enfin, on va dire les enjeux pour les entreprises marocaines, c'est de réduire leur empreinte carbone pour mettre sur le marché des produits compétitifs en termes d'empreinte carbone pour que les importateurs européens ben, aillent se sourcer au Maroc au lieu d'aller se sourcer ailleurs. Donc voilà principalement. Donc j'ai dit, c'est 5 secteurs qui sont concernés dans cette première phase. Il y a énormément de discussions au niveau de l'Union européenne pour élargir. Donc, on parle du textile, on parle de l'agriculture, on parle de plusieurs secteurs. Ce n'est pas encore d'actualité aujourd'hui, mais ça va venir. L'autre aspect important, c'est qu'en fait, au niveau du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, c'est qu'il n'y a pas de double taxation. C'est-à-dire que si ces produits sont déjà soumis à une taxe carbone nationale, ils ne seront pas taxés doublement. D'où l'intérêt pour le Maroc de mettre en place son propre marché carbone, sa propre taxe carbone, pour qu'en fait, finalement, on paye nos taxes au Maroc pour que cet argent puisse servir justement au développement de l'économie marocaine. Et donc, on ne sera pas soumis à cette taxe au niveau européen. C'est-à-dire qu'une fois qu'on paye la taxe au Maroc, c'est déduit de ce qui serait dû éventuellement au niveau de l'Union européenne. Et donc, ben, ce serait beaucoup plus avantageux pour le Maroc et les entreprises marocaines de payer leurs taxes au niveau national pour que cet argent justement puisse financer des projets
de transition bas carbone au niveau national. Donc, je pense que l'ensemble des acteurs sont conscients au niveau du ministère de la Transition énergétique et du développement durable et même au niveau de la Task Force pour la décarbonation de l'économie marocaine. Ce sont des sujets qu'on discute quotidiennement. Il y a un projet de loi qui est en cours sur la loi climat. Il y avait pas mal d'études qui ont été faites il y a quelques années sur l'opportunité de mettre en place un marché carbone national. Et donc voilà, tous ces projets sont à l'étude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les entreprises marocaines exportatrices se préparent. Donc déjà en réalisant leur bilan carbone, ce qui est important, en mettant en place des actions pour réduire leur empreinte carbone, ce qui est encore plus important. Et on travaille aussi sur la reconnaissance du bilan carbone, et ça c'est très important justement pour les entreprises exportatrices, c'est que le bilan carbone marocain soit reconnu sur les marchés européens. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec Imanor dans le cadre de la Task Force, pour que l'outil de calcul du bilan carbone qui est développé par la Fondation et ses partenaires soit reconnu en tant qu'outil de référence nationale, reconnu à l'international pour toutes les entreprises qui l'utilisent pour le calcul de leur bilan carbone. Plus que ça, nous sommes en train de développer avec Imanor, on va dire la formation des vérificateurs. Parce qu'en fait, une fois que vous faites votre bilan carbone, après, au niveau de l'Union européenne, on va vous demander de le vérifier. Donc, moi, je suis une entreprise, je calcule mon bilan carbone en interne, ça vaut ce que ça vaut. Mais justement, on fait appel à des vérificateurs, donc internationaux, souvent, pour l'instant. En attendant la formation de vérificateurs nationaux, mais l'idée, c'est que Imanor va faire former un pool de vérificateurs nationaux accrédités par Imanor pour pouvoir contrôler les bilans carbone des entreprises qui sont faits, justement pour pouvoir leur délivrer un certificat qui permet de reconnaître le bilan carbone au niveau de l'Union européenne. Et d'autres marchés internationaux, enfin qui donnent la légitimité et la reconnaissance du bilan carbone fait avec l'outil de la Fondation, vérifié par les vérificateurs qui sont crédités par Imanor. Merci beaucoup Nasma Jrondi, vous restez bien sûr vous. avec nous pour la séance des questions-réponses. Il y a beaucoup de questions qu'on a reçues en amont et qu'on reçoit en ce moment. Je vais donner la parole tout de suite à Amal Benaïssa. Rebonjour. Bon après-midi. Merci Benoît et aux présents. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend bien, effectivement. Alors, j'appelle que vous êtes responsable financement durable au sein de Bank of Africa. On va voir avec vous justement comment votre établissement bancaire prend en compte cette dimension et intègre les risques et opportunités liées au climat dans sa stratégie et ses financements. Et puis, on parlera des mécanismes de financement qui sont mis en place justement par Bank of Africa pour accompagner les entreprises dans la transition verte. D'abord, cette intégration des risques et des opportunités, comment le prisme est mis en place au sein de votre établissement? Alors, la meilleure façon de comprendre, disons, l'intégration progressive des aspects de développement durable qui ont mené à terme et aujourd'hui en continuité au climat, il vaut mieux le voir en tant qu'une story qui commence il y a 2 décennies de cela. En fait, ce n'est pas à la COP22 ni avant cela, c'était bien en 2000 déjà que notre dirigeance a pris un engagement d'intégrer le développement durable pour une banque. Imaginez, en l'an 2000, on était la première banque marocaine et africaine de ce qu'on a appris, qui a signé la déclaration des institutions financières de l'initiative financière du PNUE, du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, il y a 20 ans, c'était un engagement stratégique au plus haut niveau, c'était une reconnaissance du rôle fondamental, central, essentiel du secteur bancaire, c'était très nouveau, et que le secteur bancaire avait un rôle déterminant dans la réalisation à l'époque du développement durable. On n'avait pas encore cette notion d'objectif, d'ODD, d'objectif développement durable défini par la communauté internationale. Donc, c'était un engagement pris, il y avait une longueur, une vision, une réelle conviction que le secteur bancaire a un rôle à jouer. Donc voilà, entre 2000 et 2010, c'était vraiment les histoires disons plus de la fondation qui a commencé à avoir un impact sur les communautés, c'était plus dans le recyclage, les impacts directs. On n'avait pas encore les notions sophistiquées aujourd'hui et je vais en arriver bientôt. C'était en 2008 ou en 2009 vraiment que notre engagement
est allé au-delà de ce qui est direct et vraiment de commencer à voir le financement, qui est le nerf de la guerre pour une banque, n'est-ce pas? Nos impacts directs sont importants, ils nous donnent la légitimité, je vais en parler tout à l'heure, mais c'est les impacts indirects qui ont le plus d'impact pour une institution financière. Donc en 2008, avec l'IFC, en français SFI, l'arme privée de la Banque mondiale, on a signé un contrat et on avait mis en place pour la première fois, et imaginez en 2008-2009, c'était encore très nouveau, on a mis en place ce qu'on appelle un SGES, un système de gestion des risques environnementaux et sociaux. Aujourd'hui, toutes les banques savent ce que c'est un SGES, mais depuis 2009, on a mis en place ce système, on a appris beaucoup de choses. Donc 10 ans plus tard, aujourd'hui, notre système est assez sophistiqué, il capte tous les dossiers d'investissement, il y a une revue, une appréciation du risque environnemental et social. On a récemment intégré l'angle impact positif sur ODD. Donc aujourd'hui, je veux dire pour l'activité d'investissement de la banque, on a assis vraiment les notions de risques environnementaux et sociaux vraiment en long et en large. Donc ça, c'est 2009 pour continuer un peu l'historique et l'évolution. En 2010, on a été la première banque cette fois-ci de la région MENA à se souscrire à ce qu'on appelle les Equator Principles, les principes de l'équateur. C'est-à-dire que pour simplifier, pour les projets d'investissement de 10 millions de dollars ou plus, on s'engage à faire une due diligence poussée en matière environnementale et sociale. Et bon, vous allez me dire que pour les gros projets de 10 millions de dollars et plus, d'habitude, il y a de gros cabinets d'avocats, les études se font parce qu'il y a de grands enjeux derrière. Donc, bien sûr, on s'est engagé dans cela, on était quand même la seule banque, c'était un challenge, mais en même temps, on avait en face des clients de pointe qui comprenaient ce langage au niveau surtout international. Donc, on s'en est bien sorti. Aujourd'hui, je pourrais mettre dans le chat le site Investor Relations de Bank of Africa. On a mis tous les rapports EP, Equator Principles, et tout ce que je cite aujourd'hui est traqué dans notre site Investor Relations. La divulgation, et comme je crois que M. Bachir va en parler, tout ce qui est ESG, ça c'est aussi un autre angle de reporting qui est très important. Donc juste pour continuer l'évolution, donc comme j'ai dit, il y a l'engagement au plus haut niveau qui s'est traduit après par un système de gestion des risques environnementaux et sociaux, un peu plus poussé les Equator Principles depuis 2010. Donc après, on a passé les années suivantes à vraiment gérer cet aspect risque. En 2015, on a enfin fait le bond, et on était les premiers sur la place à le faire, à sauter dans le camp des opportunités. Encore une fois, on avait même parlé avec beaucoup de nos partenaires en disant les risques, les risques, les risques. Comment est-ce qu'on peut offrir des solutions dès cette fois? Comment est-ce qu'on peut vraiment avoir avec nous les vrais banquiers, ceux qui sont devant les opportunités, qui peuvent vendre quelque chose? Alors, c'est en 2015 qu'on a été approché, à cause de toute cette longueur d'avance, j'en ai parlé brièvement, mais on a attiré un peu les partenaires internationaux avec lesquels on a travaillé depuis, et notamment la BIRD et d'autres DFI, institutions financières de développement, qui ont présenté le projet MORCEF. À l'époque, c'était très nouveau, le Morocco Sustainable Energy Financing Facility, le MORCEF aujourd'hui, qui s'est transformé en MORCEF+, en GIF 1, GIF 2 et aujourd'hui GVC. À l'époque, on était les premiers à essentiellement co-créer un marché de financement de l'efficacité énergétique. C'était un premier exemple d'un produit qu'on appelle dans le l'argot de la finance durable blended finance, un blending, un mix des financements privés et publics. Donc on a le financement, il y a la prime d'investissement très importante, qui a vraiment donc un produit subventionné dans un marché comme le Maroc qui répond beaucoup aux subventions. Bien sûr, ça a beaucoup attiré l'investissement. Mais en plus de cela, et je dirais que c'était aussi important que la prime d'investissement, c'est l'aspect assistance technique. Donc, de 2015 à aujourd'hui, l'impact de cette assistance technique est vraiment, vraiment quelque chose sur lequel on réalise que l'impact a été énorme. Aussi bien sur nos banquiers ont appris à utiliser le langage de l'efficacité énergétique. C'est très important. Donc aujourd'hui, en 2022, quand un projet est présenté d'investissement, une des premières questions qui viennent de nos banquiers, c'est la dimension de l'énergie verte dans l'entreprise, l'efficience et ensuite l'efficacité énergétique. C'est énorme. Il y a 5 ans, cette conversation n'a jamais eu lieu. C'était un peu concret, c'était un peu pour les verts. Aujourd'hui, c'est vraiment du langage de business. Et Madame Vrondi et Madame Bouchtia, vous comprenez, vous avez parlé un peu du paysage, c'est exactement ça, on va vers ça. Donc, en plus de cette assistance technique,
le client aussi était encouragé. Ce n'était pas quelque chose de sophistiqué, qu'il fallait qu'il prenne en charge les coûts. C'est vraiment une étude, un audit technique qu'on offrait aux clients. Et ce one-stop shop, ce produit accessible, prenait en compte ces 3 dimensions. Donc, bien sûr, on a eu un succès énorme avec ce produit. Aujourd'hui, toutes les banques de la place, presque toutes les banques, offrent ce produit. Et j'ai envie de dire qu'en tous les cas, pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, aujourd'hui, je crois que c'est très rare de trouver quelqu'un dans le domaine des affaires qui n'est pas convaincu du retour sur investissement. C'est des choses qui se calculent et qui se vendent vraiment très bien. En plus de cela, vous vous souvenez, la COP22, moi j'aurais dit que le paysage bancaire s'est vraiment activé beaucoup en 2016. Tout le monde a commencé à sortir plein de choses. Nous, vu on était déjà un peu dans le lead régional, on a décidé d'aller au-delà des produits subventionnés. C'est là on a tenté 2 expériences et toujours avec les partenaires. Je reviendrai à ce point, mais on a une réelle approche partenariale qui a démarré en 2000 et qui continue à ce jour. On noue des partenariats avec les institutions financières de développement, mais aussi avec beaucoup d'initiatives à travers lesquelles on arrive à avoir des meilleures pratiques, mais aussi des échanges, de ne pas se sentir seul des fois dans une région qui commence à peine à intégrer ces dimensions. Et il faut qu'on dise la vérité, ce domaine est vraiment très anglophone. Donc, qu'on le veuille ou non, on est encore dans traduire les meilleures pratiques et les faire, les rendre plus accessibles au niveau de Banco Africa, mais aussi quand on va au GPBM et au-delà, ça reste un domaine fortement anglo-saxon. Donc voilà, ça c'est un peu l'historique. Donc au-delà de l'énergie durable, on a décidé de se lancer un défi, c'est de développer un produit à nous cette fois-ci, sans subvention, c'est le grand pari, sans subvention, et on a lancé un produit pour l'économie circulaire et un produit pour l'optimisation de la ressource eau avec l'AFD et la BEI, et l'autre produit était avec la BEI et la FMO, la Banque de développement néerlandaise. Donc ces 2 produits sont en cours on est en train de faire un case study, un cas d'étude, pour montrer exactement les défis auxquels on a été confrontés, les leçons pour les prochaines éditions de ce type de produit. On ne peut pas se contenter de l'énergie durable. Il faut absolument que le marché introduise d'autres solutions de financement. Et au-delà de ces 2 produits, disons, propres à BOA, si on regarde les banques marocaines, je crois qu'aujourd'hui, il y a une réelle intégration de ces enjeux partout, pas seulement à Bank of Africa. Et aujourd'hui, le financement, il est passé plus aussi dans l'inclusion. Donc, on a une fusion, par exemple, la Green Value Chain, c'est à peu près la même chose que Morcef, mais ça cible la PME en particulier, le vrai tissu économique du pays. Et il y a maintenant l'intégration de la dimension genre. Comme vous savez, cette dimension est complexe et aujourd'hui, elle est instillée dans la finance verte ou durable ou climatique, comme on veut l'entendre. Donc ça, j'ai fait un peu le tour d'horizon des produits. Pour finir avec le côté opportunité, je dirais qu'il y a que nous, en tant que banque, et je crois que les autres banques aussi peuvent dire la même chose, on veut accompagner la croissance verte du pays et on est partenaire de Maroc PME, de la CCG qui est devenue Tamwilcom dans tout ce qui est leurs produits CCG Green Invest. Il y a aussi, je perds le nom, mais il y a des produits de la place qui ont été mis à disposition des banques et aujourd'hui on est partenaire et on essaye de collaborer avec différents acteurs de l'écosystème pour justement atteindre les entreprises positivement. Donc voilà, j'ai parlé, et vous m'arrêtez s'il vous plaît, hein, si c'est pas clair, ou vous me direz. Au contraire, c'est clair. J'ai tout absorbé et j'ai des questions à vous poser. Je suis en train de faire le cercle juste pour dire que je touche un peu à tout. Après, on peut approfondir. Je reste quand même. Il y a tellement à dire sur ce sujet et je ne sais pas si vous pouvez réaliser, mais on est très passionnés. Donc voilà, je vais essayer de le rendre le plus pragmatique possible. Donc j'ai parlé de l'engagement, je dirais visionnaire, humblement, mais on s'y était pris à l'avance. Cette longueur d'avance nous a attirés à des partenaires. Ces partenaires, on a développé des solutions de financement. Aujourd'hui, on est en train de tirer les leçons et de préparer des futurs champs. Je dirais qu'aujourd'hui, avec
le volet renforcement de capacité. C'est un mot qui est devenu très, entre guillemets, bateau. Un terme qui est jeté toujours. De quoi a-t-on besoin? Des renforcements de capacité, ça veut dire quoi? Je vais vous dire pour nous ce que c'était. C'était en gros des formations qui ont été faites aussi avec des partenaires comme, vous savez que Bank of Africa est présente dans plus de 23 pays en Afrique subsaharienne et 32 à travers le monde, mais surtout pour la dimension continentale. Tout ce qu'on fait au Maroc dans la finance durable, notre rêve et notre quête perpétuelle, c'est de l'insuffler dans notre présence continentale, à terme bien sûr. Donc avec IFC par exemple, on a fait des formations en finance climat et cette fois-ci pas risque, ça c'était en plein confinement. On a parlé de comment identifier des projets. Quand on parle avec un client, quand on va voir une usine avec un client, quand on voit le portefeuille, on le revoit avant de le transmettre en comité, comment identifier les actifs climatiques dans le portefeuille. Vraiment une discussion très terre à terre, on a vu des boulangeries, on a vu des coiffeurs, on a vu des choses à travers les continents, à travers les pays dans le continent africain. Donc ça, c'est vraiment la partie formation. Bien sûr, au niveau de Bank of Africa Maroc, les formations sont toujours d'ailleurs au rendez-vous. On développe, notre équipe en fait fait partie de la direction développement durable. On est rattaché à la gouvernance et notre mission, c'est de décrocher des partenaires, de proposer des formations. Donc on opère avec toutes les entités métiers et on essaie d'avancer sur ce chantier. Vous savez que Bank El Maghrib, pour le secteur bancaire, la nouveauté depuis 2021, c'est que Bank El Maghrib a publié des directives, 5W, il y a plein de chiffres, mais une directive de risque climatique, et c'est tout nouveau. Mais bien sûr, pour nous, on s'y était pris depuis 2018, en étant la première banque africaine à soutenir la task force TCFD. C'est un acronyme aujourd'hui dans le jargon de la finance durable, c'est tout ce qui est risque climatique. Parce que qui dit risque ES ne dit pas risque climatique, c'est une autre connaissance et de nouveaux outils qu'on est en train de piloter et on va rester là, on peut rentrer dans ça dans la deuxième partie. Je termine le cercle de l'évolution de la banque durable à Bank of Africa. Donc le renforcement de capacité, c'est pas interne, c'est aussi au niveau des clients. J'utilise un exemple aussi en plein pandémie, c'était en 2020-2021, on a travaillé avec notre partenaire, un fonds allemand Finance in Motion pour créer un guide des meilleures pratiques durables pour les entreprises opérant dans la chaîne agroalimentaire de la région Souss-Massa, mais on a aussi touché sur d'autres régions. C'est un guide qui a accompagné un webinaire et on en est assez fiers parce qu'on trouve qu'il est très pragmatique. L'agriculture, c'est typiquement pas notre domaine, mais l'agro-industriel, si. On a un large portefeuille dans ce domaine, donc on a décidé, c'est vraiment un domaine d'impact. Donc ce guide est disponible aussi en ligne et bien sûr j'invite le public et vous-même à consulter. Et pour terminer le tour, mais on ne termine jamais, hein, je dirais que c'est comme presque un curve, une courbe qui monte, j'espère qu'il montera, qui continuera à monter, mais pour terminer le cercle d'évolution, je parlerai de tous les aspects RSE de la banque et les impacts directs, parce que notre crédibilité, avant d'avoir fait tout ce que j'ai raconté aujourd'hui depuis 2015, surtout avec les clients, c'est qu'on a une expression au Maroc que notre dirigeance aime répéter, avant d'aller faire le nettoyage chez les autres, il faut d'abord stop babdarek, il faut passer la serpillière devant la porte de chez soi avant de donner l'exemple aux autres. Donc, effectivement, on a une équipe RSE de force qui a travaillé d'arrache-pied depuis 2014-2011 pour créer une politique environnementale, pour gérer les impacts directs. On a fait un bilan carbone, on est certifié 50001 on a un système d'énergie intégré, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'on essaye de faire dans notre portefeuille vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires, on l'a fait chez nous et on continue de le faire. Il y a toute une démarche. Ça aussi, c'est le sujet de tout un autre webinaire, je crois. J'espère que j'étais claire. Et oui. Voilà. Oui, complet, effectivement. Et puis c'est bien de dresser ce panorama sur l'ensemble de l'historique des initiatives qui ont été prises et des mesures qui ont été établies. Amal Benaïssa, j'avais juste une petite question, une petite précision parce que je suis curieux. Vous le savez sans doute. Juste vous parler de nouveaux produits de financement que vous allez lancer très prochainement en matière d'optimisation hydrique et d'économie circulaire. Ce sont donc des crédits qui seront accessibles très prochainement, courant de cette année, en tout cas 2022. Non, juste pour préciser qu'on a lancé ces produits en 2016, et celui de l'économie circulaire, et en 2018, celui de l'eau.
Et c'est des expériences qui ont été temporaires. Pour l'eau, on a financé à peu près 6 millions d'euros. On est en train d'écrire un cas d'étude pour voir le genre d'entreprises qui ont été attirées. Et l'autre, c'était vraiment le financement de décharges contrôlées, bien sûr, de collecte de déchets. Mais ce qui est intéressant dans ces deux produits, c'est que ces produits, en fait, ont peiné à décoller sans subvention. On est dans un marché où, déjà avec la pandémie, avec le conflit en Ukraine, l'activité d'investissement, elle peine à reprendre amplement. C'est pas évident pour une entreprise qui peine à payer ses salaires de parler avec elle d'enjeux de traitement d'eau et d'économie circulaire. Tout ce que Madame Jolandi et Madame Bouchilla ont parlé, oui, ça on peut, l'efficacité énergétique, on peut parler avec ça d'un DG, même d'une petite boîte, on peut parler ce langage. Mais dès qu'on touche à l'économie circulaire et à l'eau, on parle d'effets moins visibles, à terme, des choses plus abstraites, on rentre dans les scénarios climatiques et là on perd le business case. Et donc, j'ai envie d'en parler plus, mais on est en train vraiment de travailler sur cette publication. Et peut-être que le sujet d'un prochain webinaire, c'est quelles leçons et quelles barrières, en fait, pour créer des vrais produits qui vont marcher sur la place et sans subvention. Donc, je crois qu'on a des pistes. Donc, voilà. Très bien. En tout cas, le rendez-vous est noté pour un prochain webinaire sur ces pistes de financement. Merci beaucoup, Amal Benaïssa. Vous restez bien sûr avec nous. On a également donc Mohi Bachir qui et Lead ESG Compliance Sustainability Platform à l'OCP Group. Bonsoir à nouveau. Bonsoir Benoît, vous m'entendez bien? On vous entend bien, effectivement. Donc, on va voir avec vous ce que l'OCP justement met en place depuis déjà quelques années avec un objectif qui est tracé, 2040, c'est dans moins de 20 ans, neutralité carbone. Avant d'entrer peut-être dans le vif du sujet, quelle est la valeur ajoutée selon vous de l'économie durable et de l'économie circulaire de manière globale? Alors, bonjour tout le monde, un grand plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation de la part de Bridgecham. Alors on est aujourd'hui à OCP plus que conscient de l'impact que peut avoir le développement durable sur la santé de l'entreprise, mais aussi sur l'économie de manière générale. Donc, si vous voulez, le développement durable a été mis au cœur de la stratégie d'OCP depuis un bon nombre d'années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que contributeur majeur sur le marché mondial des engrais, OCP soutient le progrès vers une agriculture plus prospère, durable et résiliente. Donc, on est intégré verticalement, on couvre tous les maillons de la chaîne de valeur, de la roche jusqu'à l'engrais et de plus en plus jusqu'à l'application de l'engrais avec beaucoup de partenariats en Afrique avec les fermiers. L'objectif d'OCP aujourd'hui est de répondre à la demande croissante en phosphate tout en réduisant son impact environnemental et en accroissant son impact social et sur son écosystème. Donc déjà, pour nous, on est en train de voir que le groupe a accéléré vraiment son action afin d'atteindre les objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies. Donc, parmi les 17 ODD, on en a identifié 7 sur lesquels on pouvait avoir réellement un impact positif, que sont l'ODD 2, 9 et 12, liés à la nature de notre business. Donc, la fin de la fin dans le monde, donc Zero Hunger. L'ODD 9 qui est une industrie innovante et une infrastructure durable. Et le 12 qui est une consommation et une production responsable. Donc aussi par rapport à nos valeurs, les ODD 4, 8 et 13 qui sont aussi très très importants sur lesquels beaucoup de nos programmes vont s'orienter, qui sont les ODD sur l'éducation, sur la protection du travail décent et la croissance économique et sur bien sûr les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Donc ce que j'essaie de dire par là, c'est que OCP a toujours été soucieux de son respect pour l'environnement et pour ses employés. Donc, il y a différents programmes qui avaient été mis en place et qui ont eu un réel impact, sur le business du groupe, qui étaient des programmes, bon, d'abord RSE, aussi orientés sur le HSE, sur la santé-sécurité, et bon, suite à justement l'accord de Paris est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai un peu de bruit de fond, je ne sais pas.
Ok. Donc suite à l'accord de Paris et à la COP 22 également, le travail s'est un peu accéléré. Il y a eu beaucoup plus d'attentes des parties prenantes externes et nous avons créé un programme qui s'appelle le programme économie circulaire en 2018, qui a été basé d'abord sur 4 piliers, qui étaient la préservation de la ressource P, la promotion des pratiques de production responsable, donc une utilisation raisonnée de l'eau, de l'énergie et d'autres ressources, la promotion de pratiques de consommation raisonnée dans la phase d'application des engrais, donc aussi orienté sur ne pas surutiliser l'engrais, l'appliquer au bon moment, etc. Le recyclage et la transformation de tous les déchets et de tous les impacts de notre activité pour amener un peu plus de valeur ajoutée. Donc, s'en est suivi en fait énormément d'intérêts, énormément d'opportunités qui ont été créées, et ça c'est juste sur le volet économie circulaire, où j'ai envie de dire purement sur le E. Et on a grossi cette équipe et on a créé ce qu'on a appelé la Sustainability Platform, qui est aujourd'hui une plateforme fédératrice de toutes les actions du groupe en matière de E, de S et de G. Donc on a intégré notamment le programme Act for Community, qui est un programme qui permet à tous les collaborateurs OCP de donner plus que un mois de leur temps payé pour la communauté, pour l'engagement volontaire. Et c'est un programme qui a eu un réel impact sur les écosystèmes autour d'OCP et autour des sites OCP. Et on voit que ça a boosté l'écosystème entrepreneurial, boosté l'écosystème de fournisseurs locaux, l'écosystème communautaire avec la création de beaucoup de coopératives et de petites de clusters économiques en fait qui se sont créés autour des sites OCP. Et ça, c'est un réel gain, j'ai envie de dire, en termes d'économie durable. J'ai parlé rapidement de l'achat local. En fait, OCP aujourd'hui a pledgé en fait d'avoir 30% de tous ces achats qui sont locaux, qui sont faits local, donc avec vraiment une volonté de partager la valeur, de promouvoir l'émergence d'écosystèmes locaux et une mise en faveur de l'économie durable. Et là-dessus, OCP a contribué à l'émergence, excusez-moi, à l'émergence et au développement des territoires où sont implantés nos sites de production, donc à travers la promotion de la sous-traitance aux entreprises locales, l'emploi local, les approvisionnements locaux, le support aux TPE et PME locales, l'incubation des startups avec énormément de programmes et l'encouragement des investissements locaux. Et ça, c'est justement ce qu'on a réalisé qui a été très valorisant pour le groupe, c'est que cette valeur-là, ensuite, on réalise que cette valeur revient dans notre écosystème, donc en favorisant par exemple des programmes d'achat locaux avec les programmes communautaires. Et il y a une montée en compétences dans notre écosystème qui fait qu'ensuite on réussit à avoir plus de qualité, de meilleurs services, des employés mieux formés autour des sites OCP. Et donc tout ça fait qu'en fait on a vraiment une économie qui se crée autour de notre activité. Donc avec la bonne stratégie de durabilité, je pense que on réussit à mettre un peu toutes les pièces ensemble pour pouvoir favoriser l'émergence d'une économie durable. Cher Moïse, si on devait dessiner un tableau ou raconter une histoire très brève, objectif neutralité carbone d'ici 2040, ça a commencé quand cette histoire? Où ça en est aujourd'hui en 2022? Ça avance bien? Écoutez, OCP en fait a toujours placé la défense de l'environnement dans le cadre de ses activités, mais la feuille de route carbone, elle a été réellement définie. Commencer sa réflexion à la suite des accords de Paris, et aujourd'hui on a le calcul de l'empreinte carbone se fait depuis plus d'une décennie, mais la stratégie a été de réussir à maintenir en fait notre empreinte carbone alors qu'on augmentait nos capacités de production. Aujourd'hui, on a maintenu une empreinte carbone stable sur la dernière décennie alors que notre production a plus que triplé. Donc ça, c'est un volet important. Ça veut dire que notre intensité carbone a été réduite et c'est le fruit de beaucoup d'investissements
colossaux liés à la décarbonation, notamment par exemple dans l'énergie, dans la consommation de l'énergie. Aujourd'hui, 87% de l'électricité consommée par OCP est propre, donc de sources renouvelables ou de sources fatales qu'on dit, donc parce qu'on réussit à cogénérer de l'électricité à travers les processus industriels, les processus chimiques. On a de la chaleur résiduelle qu'on réussit à utiliser pour produire notre propre électricité, ce qui fait qu'on est aujourd'hui à 87% de consommation d'électricité propre. Par ailleurs, 3 des 4000 OCP sont à 100% powered par de l'électricité propre, et c'est un travail qu'on continue avec l'objectif d'atteindre 100% d'électricité propre d'ici 2030, et ça va bien sûr dans la roadmap décarbonation qui vise à réduire de 50% les émissions de scope 1 et 2 d'ici 2030 et atteindre la neutralité sur le scope 1, 2 et 3 d'ici 2040. Alors, ces éléments-là sont tous très importants parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on compare un peu les objectifs des partenaires et d'autres entreprises un peu dans le monde, on a des objectifs 2040, on a des objectifs 2050, il y a des objectifs seulement sur le scope 1 et 2, il y en a qui intègrent le scope 3 partiellement, et OCP a pris le pas de vraiment s'engager sur le maximum et la plus grande ambition qui était justement l'ambition d'être neutre d'ici 2040, scope 1, 2 et 3 pleinement. Et aujourd'hui, on est en train justement de travailler avec le Science Based Target Initiative pour développer justement, pour aligner notre roadmap sur l'objectif 1.5 et être sûr qu'on répond aux engagements de l'accord de Paris. Et d'ailleurs, l'objectif 2040, c'est 10 ans avant ce qui est fixé par l'accord de Paris, qui est normalement la neutralité à 2050. Après, je ne sais pas si l'audience est vraiment informée de ce que représente le scope 1, 2 et 3, mais juste pour une très courte définition, le scope 1, c'est ce qu'on appelle les émissions de carbone directes, donc liées purement à l'activité du groupe, enfin à l'activité de l'entreprise. C'est de la consommation d'énergie, de fuel, c'est de la consommation de combustible, c'est des transports, c'est tout ce qui est lié à l'activité directe. Le scope 2, c'est les émissions indirectes, mais seulement liées à la consommation électrique. Donc, on va regarder, électrique ou de chaleur comme de la vapeur ou quoi, mais principalement électrique, c'est-à-dire qu'on va aller voir le kilowatt qu'on utilise, à combien, justement, combien d'émissions il émet chez le fournisseur d'électricité. Et ça, c'est bien sûr, c'est des facteurs d'émission desquels on a discuté tout à l'heure avec nos collègues. Donc, il y a des facteurs d'émission pour le Maroc et à ce moment-là, on réussit à calculer quelle est l'empreinte carbone de notre consommation électrique. Ça, c'est le scope 2. Le scope 3, c'est tout le reste. C'est la chaîne d'approvisionnement et la chaîne de distribution. Donc, en amont, en aval, le transport et l'achat des matières premières jusqu'au encore le transport, la vente et l'utilisation du produit où justement il se trouve que le fertilisant a son plus gros impact dans le scope 3. Pour vous donner un ordre de grandeur, le scope 1 et 2 d'OCP est à 3 millions de tonnes. Lorsqu'on intègre le scope 3, on tombe à 15 millions de tonnes supplémentaires. Donc, c'est vous dire que le travail avec les parties prenantes, avec les fournisseurs, avec les clients, avec les utilisateurs est très, très important pour pouvoir atteindre l'objectif neutralité. Et en tout cas, on peut en parler pendant longtemps, comme a dit Emel tout à l'heure, mais je serais ravi d'approfondir le sujet, notamment sur les différents leviers, par exemple, qu'on peut utiliser pour réduire l'empreinte carbone. Bon, en tout cas, on voit que vous avez un scope très large. C'est un scope qui évolue ou c'est un scope qui est fixé depuis quelques années déjà, au niveau des critères environnementaux et sociaux? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Au niveau des critères, justement, aujourd'hui, qui sont mis en place dans la transition énergétique et au niveau de l'objectif de neutralité carbone, est-ce que ce sont des critères qui évoluent avec le temps, qui augmentent
Oui. en défi, en tâche? Ben, en fait, aujourd'hui, l'entreprise est beaucoup plus sollicitée par ses parties prenantes externes sur une variété de critères et de pratiques ESG. Ce qu'on appelle l'ESG, c'est tous les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance auxquels devrait répondre l'entreprise responsable d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est, si vous voulez, comment se traduisent les objectifs de développement durable au sein du secteur privé et de l'entreprise. C'est tout un chapelet d'actions et de pratiques, de bonnes pratiques qui peuvent être mises en place au sein d'une entreprise. Maintenant, la définition de ce qu'est de ce que sont ces bonnes pratiques, il n'y en a pas une unique. Aujourd'hui, il y a des agences de notation extra-financières, donc des agences de notation ESG, qui vont aller regarder et émettre une note sur l'entreprise et est-ce qu'elle respecte leur framework. Maintenant, ces frameworks sont formulés différemment. Il y en a qui prennent en compte plus l'environnement que le social. Il y en a qui prennent en compte beaucoup plus la gouvernance. Il y en a qui sont plus autour des métriques que des narratifs. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a pas une définition unique de ce que représentent les bons critères ESG. Et l'entreprise doit justement naviguer un peu dans cet écosystème pour pouvoir faire sa propre définition du périmètre en fait qu'elle a envie de respecter et dans lequel et qui s'aligne avec ses valeurs. Donc aujourd'hui, OCP a fait le pas d'aller à fond dans le respect des critères ESG et on est relativement bien noté avec les agences de notation justement qui vont regarder nos opérations. Maintenant, c'est les critères d'année en année deviennent de plus en plus ambitieux, de plus en plus contraignants. Si on regarde par exemple, bon, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui, l'empreinte carbone. L'empreinte carbone dans les années 2010, on voulait que les entreprises calculent leur empreinte carbone. Et c'est ce que demandaient les parties prenantes externes. Par la suite, il fallait que cette empreinte carbone soit calculée selon une norme qui s'était distinguée, qui est le GHG protocol. Par la suite, on a commencé à regarder est-ce que ce calcul était vérifié par une agence de vérification, par un Big Four ou autre. Et au-delà de ça, est-ce que une fois que cette empreinte carbone est vérifiée, est-ce qu'on a une stratégie de réduction? Est-ce qu'on est dans une tendance baissière ou une tendance haussière, donc au fil des années? Par la suite, est-ce qu'on vérifie que cette tendance est réellement celle qu'elle est? Et ainsi de suite. Donc, au niveau des attentes de l'écosystème des parties prenantes externes, elles ne font que, j'ai envie de dire, s'intégrer verticalement. On va de plus en plus profond pour essayer de demander aux entreprises de beaucoup mieux divulguer, et ce mot est très important, divulguer sur leur performance. Maintenant, pourquoi ce mot est important? C'est parce que aujourd'hui, l'entreprise, entre ce qu'elle déclare, ce qu'elle fait et la perception qu'elle a à l'extérieur, il peut y avoir un monde et bien sûr qui va varier. Cette perception va varier en fonction des parties prenantes, en fonction qu'on parle à des investisseurs, qu'on parle à des clients, qu'on parle à des fournisseurs, etc. Et aujourd'hui, tout le monde cherche à avoir un peu plus de transparence sur les partenariats ou bien sur les entreprises avec lesquelles on fait affaire. Donc, les financiers veulent en savoir plus, les clients veulent en savoir plus, les associations et communautés veulent en savoir plus. Et il n'est que naturel pour l'entreprise aujourd'hui de commencer à reporter sur des critères de développement durable à travers différents médiums. OCP mis en ligne depuis 2018 un rapport certifié aux normes du GRI et une des premières entreprises au Maroc à le faire aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette divulgation qu'on appelle aujourd'hui extra-financière, donc les entreprises doivent faire des divulgations financières pour leurs actionnaires et leurs partenaires, mais aujourd'hui, on va aller chercher des divulgations extra-financières. Donc, c'est là où on intègre tous les critères ESG. Plusieurs juridictions dans le monde ont rendu des divulgations extra-financières obligatoires, j'ai envie de dire. Ce qui est aussi le cas du Maroc. Et depuis 2020, l'AMMC, l'autorité marocaine du marché des capitaux, a exigé justement des entreprises qui font appel à l'épargne publique de divulguer sur leur performance ESG. Donc, malgré le fait que l'entreprise puisse avoir des bonnes actions liées au développement durable, elles ne sont comptabilisées, j'ai envie de dire,
que si jamais on les divulgue et on les met dans un format qui est digeste pour les parties prenantes externes. Donc, ça, c'est un point qui est très, très important d'un point de vue de développement durable et pour les entreprises et qui va également ouvrir beaucoup d'opportunités parce qu'une bonne réputation, une bonne note de performance en ESG, ça améliore le business, ça améliore le financement, les opportunités de financement et ça améliore la réputation. Je n'ai pas entendu, pardon, c'était qui? C'était Banque Al Maghrib qui a proposé donc aux entreprises de divulguer ces rapports extra-financiers. C'est le régulateur marocain du marché des capitaux, l'AMMC, l'autorité marocaine du marché des capitaux. Reporting ESG, n'est-ce pas? Oui, pour l'ESG, très bien. Merci beaucoup, Bachir Mouillet. Alors, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui ont fusé. On va en prendre quelques-unes et bien sûr, vous êtes invités à réagir. Alors, il y avait une question notamment sur le textile, parce qu'effectivement, tout à l'heure, Naïma Jrondi, vous nous parliez des secteurs qui, à l'avenir, pourraient très bien être ajoutés au mécanisme d'ajustement carbone. Alors, on avait une question de Halima qui nous disait, selon vous, quand est-ce que le textile peut être concerné et est-ce que notre secteur, justement, du textile est prêt? Alors, en ce qui concerne les discussions au sujet du textile, bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Moi, je dirais au rythme où vont les choses, c'est quelque chose qui peut être envisagé, on va dire, entre les 5 années à venir, entre 5 et 10 ans, je pense. Enfin, les collègues, ma collègue Houda au niveau de la CGM a peut-être plus de visibilité par rapport à cela. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, j'étais la semaine dernière à Tanger. J'ai animé une rencontre entre la CGM Tanger, Banque El Maghreb. Il y avait beaucoup d'entreprises de textiles qui sont concernées en fait par les exportations de manière générale et elles ont déjà commencé à se mettre à niveau par rapport au calcul de leurs émissions, par rapport à leur empreinte carbone, par rapport à la réduction de leurs émissions, parce que encore une fois, c'est des activités énergivores et donc qui dit réduction de la facture des émissions dit réduction de consommation d'électricité, réduction de la facture énergétique et levier de compétitivité pour les entreprises. Donc, je pense qu'elles, certaines, enfin les plus grandes, on va dire, les mieux structurées, elles sont déjà engagées. Après, il y a aussi beaucoup d'informels dans ce secteur. Et puis, si on fait un bilan complet sur les scopes 1, 2 et 3, si on regarde aussi l'amont de la chaîne de valeur, d'où est vous savez, nous on importe le fil, le tissu, etc. Donc, si on regarde l'amont de la chaîne de valeur, c'est aussi intéressant de voir où ces produits sont produits et quelles sont l'empreinte carbone de ces produits qui sont importés au Maroc. On était la semaine dernière avec les collègues de la Task Force pour la décarbonation de l'économie marocaine. On était en France, on a rencontré les partenaires de l'association Bilan Carbone et de l'ADEME et on a visité l'Académie du climat à Paris et c'était vraiment très intéressant parce qu'on a vu l'empreinte carbone, enfin toute l'analyse du cycle de vie d'un jean. Donc en fait, montrer l'empreinte carbone depuis l'amont, depuis la production du fil, du tissu, etc., jusqu'à l'utilisation finale et même l'importance de recycler, c'est-à-dire de continuer à donner vie à ces produits. Donc, c'était vraiment très intéressant de pouvoir visualiser l'empreinte carbone d'un jean, en fait, qui est quand même un vêtement, on va dire, du quotidien. Consommateur, effectivement. Voilà, et c'était très illustratif, en fait. Bien sûr, c'est plusieurs centaines de litres d'eau, je pense, non, c'est ça pour un jean? Ah oui, je n'ai pas les chiffres en tête, je pourrais retrouver, mais en tout cas, c'était énorme. Oui, parce que ça m'amène à une question alors que je me permets de poser en complément à cette question de Halima, c'est finalement, il me semble qu'il y avait un projet qui est déjà mis en place dans certains pays européens, c'est une étiquette écolo, entre guillemets, qui informe sur l'empreinte carbone, l'empreinte écologique des vêtements qu'on achète en boutique. Ça en est où ce projet d'étiquette unifiée sur le continent européen? Est-ce que c'est bien pour notre tissu notre écosystème vestimentaire, peut-être Nasma, Jrondi ou Daouchtien? En fait, juste pour savoir que
tout ça, c'est toujours très volontaire, hein. Il y a quand même une réglementation, mais même à l'échelle européenne, elle n'est pas vraiment appliquée. Il faut savoir qu'en France, alors que la réglementation l'impose, il n'y a que 30% des entreprises qui réalisent vraiment leur bilan carbone, qui calculent leur empreinte carbone. Et ça, si vous voulez, parce qu'en fait, quand il y a eu toutes ces discussions au niveau européen, donc pour les entreprises qui ne font pas l'exercice de déclarer leurs émissions et de calculer leur bilan carbone, il y a une amende de 1 500 €. Donc en fait, les entreprises se disent, moi, je préfère payer 1 500 € que me prendre la tête à calculer vraiment mon bilan carbone. Donc c'est malheureux, mais il faut le dire. Il faut le dire. Pourquoi? Parce que ça permet de nous inspirer peut-être d'expériences plus ou moins réussies à l'échelle européenne pour que si on décide de rendre le calcul du bilan carbone obligatoire dans la législation marocaine, au lieu de faire une amende, que probablement certaines entreprises ont préféré payer que faire vraiment l'exercice, d'avoir peut-être une amende qui soit plus en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, par exemple. Si vous payez un pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise, ben, ça va plus inciter les entreprises à dire non, non, il faut vraiment que je fasse l'exercice qu'une taxe forfaitaire. Voilà. Donc en fait, l'étiquetage des produits écolos, c'est plus un argument, on va dire, commercial, de communication, que vraiment une application stricte et dure de la réglementation. Ouda Bouchtia, par rapport à notre écosystème textile, est-ce que ça peut être une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Je reviens à la question qu'a posée Madame sur le textile, s'il sera bientôt intégré dans la mesure qui est mise en place par l'Union européenne, l'ajustement carbone aux frontières. Pour l'instant, il ne l'est pas, mais il y a énormément de donneurs d'ordre européens qui sous-traitent leur activité au Maroc, qui sont plus regardants et plus exigeants envers les entreprises marocaines. Donc forcément, il y a une mise à niveau qui doit s'opérer, que ce secteur soit oui ou non intégré dans le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc il y a je dirais, une mise à niveau qui doit être mise en place et à laquelle déjà les entreprises se préparent, notamment les entreprises au niveau de la région Tanger-Tétouan-Hoceima où ce secteur est le plus développé. Effectivement, la production d'un jean ou d'autres produits vestimentaires consomme énormément d'énergie, également beaucoup d'eau. Et quand il s'agit d'activités de teinture, il y a beaucoup de teintures qui sont extrêmement polluantes qu'il faut justement prendre en charge par la mise en place de stations d'épuration et de traitement. Donc, quand on analyse tout le cycle de vie, il y a bien sûr une empreinte carbone qui est importante, mais il y a d'autres empreintes qu'il faut également prendre en considération. Merci beaucoup pour cette réponse directe et franche, sans tabou. Amal Benaïssa, une question peut-être piège, mais intéressante. Alors, je ne sais pas si vous avez les chiffres précis, mais en tout cas, des estimations. C'est Marwan qui nous demande ça. Il nous demande la question, il demande pardon, le nombre de clients qui souscrivent à des financements aujourd'hui liés justement au Maroc au financement vert, de manière globale et peut-être au sein de votre banque. Je ne sais pas si on a des estimations, vous avez des estimations en tête? Les indicateurs qui sont aujourd'hui suivis et que très bientôt vont être suivis au plus haut niveau de la banque, et ça montre l'évolution stratégique de ce domaine d'impact. Oui, alors on a financé à peu près plus d'une centaine d'entreprises, presque 200 entreprises. Là, je parle des entreprises PME. Je sors de ce chiffre, je vais vous dire un autre chiffre. On est arrivé à peu près 110 millions d'euros dans l'enveloppe totale depuis quelques années. Et bien sûr, je n'inclus pas les gros projets d'énergie durable qu'on finance, le project finance, donc les éoliennes, on a un green bond, tous les gros projets. Là, je parle vraiment du tissu des PME. Voilà, ça c'est à peu près le chiffre. Vous allez me dire aussi, et on réfléchit beaucoup à augmenter ce pourcentage dans le portefeuille, c'est en cours. Parce qu'en mesurant ce genre d'indicateur, en le remontant au plus haut niveau d'un conseil d'administration, on arrive à décliner des objectifs commerciaux. Et aujourd'hui, avec les partenaires dans les initiatives climat, notamment les principes de banque responsable, les Principles of Responsible Banking, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les derniers principes qui régissent la communauté financière autour du développement durable. Ils sont venus remplacer la fameuse déclaration de UNFFI. Et à travers cette initiative, on a mis en place des KPI, des indicateurs de performance,
et on publie annuellement sur notre progrès. Vous pouvez le trouver aussi sur le site Investor Relations de la banque. Donc, on publie et on a identifié au courant des 2 dernières années, et maintenant c'est validé, 2 zones d'impact, c'est le climat et l'égalité des genres. Donc ça, à venir, ce sera les prochains webinaires, n'est-ce pas, Benoît, dans les années à venir, on pourra parler de pourcentage, de vrais chiffres, d'indicateurs, de suivi, vraiment, ça va rentrer dans les vraies mœurs de la banque, au-delà des risques. Je voulais juste ajouter quelque chose parce qu'on parle du climat et je n'ai pas mentionné le plus évident, c'est que notre banque déjà s'est engagée à ne plus financer de centrales à charbon. C'est énorme, c'est un engagement au plus haut niveau qui est suivi, qui a été pris par notre dirigeance. Donc de 1, j'arrive pas à croire que je n'ai même pas mentionné parce que c'est en premier lieu. Et bien sûr, dans la liste d'exclusion aussi, on évite pas mal d'autres secteurs qui ont des impacts nocifs et irréversibles sur l'environnement, notamment l'uranium et tout ça. Le charbon, c'est au niveau marocain ou au niveau de l'ensemble des… Exact. Maroc, c'est 0%. 0%. Au niveau des LDCs, Least or Lower Developing Countries, donc notre présence en Afrique subsaharienne, beaucoup de ces pays sont catégorisés LDC. Et pour notre portefeuille cumulé, donc tous ces pays ne doivent pas dépasser 10%. On est largement en dessous de ce pourcentage. Et vous savez, là, on rentre aussi dans le débat énorme de développement. Est-ce qu'il faut imposer d'arrêter les financements d'énergie fossile? Quand on a devant nous, on doit industrialiser un pays. On ne peut simplement pas industrialiser avec les énergies renouvelables. Ça aussi, il y a tellement de sujets à approfondir. Bien sûr. Beaucoup de questions. On va en prendre encore peut-être 2 ou 3. Une question que je réserve dans quelques instants à Mouyi Bachir de l'OCP, c'est une question qui nous vient de Hassan, qui nous demande finalement les principaux chantiers en matière de neutralité carbone dans les 5 ans à venir. Je ne sais pas si déjà il a quelques éléments à nous partager. C'est pour ça que j'en profite pour vous donner la question dès maintenant. Une question pour vous, Ouda Bouchtia, alors je la retrouve. Nabil, voilà, il nous parlait de fiscalité verte et de l'investissement. Quelle relation? Et il voulait savoir justement pour le projet de loi de finances qui se dessine tout doucement, pour 2023. Est-ce qu'au niveau de la CGM, est-ce qu'au niveau de votre commission, vous aurez peut-être un point, une proposition phare? Écoutez, pour cette année, donc on a quelques propositions qui ont été soumises l'année précédente, mais qui n'avaient pas été retenues, qu'on compte bien sûr remettre sur la table, qui concernent essentiellement les provisions pour investissement à caractère, on va dire écologique, tout ce qui est investissement dans la mise en place on va dire l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, des aspects liés à la valorisation des déchets au niveau des entreprises, à la mobilité électrique, etc. Donc, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais que nous, on voudrait justement identifier et élaborer avec l'administration fiscale. Et si cette mesure est retenue, que la liste soit révisée annuellement pour identifier les investissements éligibles à cette provision. On avait également soumis une question de crédit d'impôt recherche qui est très importante et c'est une proposition qui revient tous les ans, que ce soit en matière de transition écologique ou pas, et à laquelle nous tenons vraiment. Donc, il y a une subvention qui a été accordée l'année dernière par la loi de finances 2022 pour toutes les activités de recherche et développement. Il y a je pense, une enveloppe de 250 millions de dirhams qui a été accordée, si je ne me trompe pas. Et nous, on souhaiterait que cette enveloppe soit un peu plus agrandie, élargie à différents secteurs. Merci beaucoup, Dabouchtia. On va terminer avec Mouyi Bachir. Je ne sais pas si vous êtes là, je sais que vous êtes en ligne en tout cas. Peut-être sur les projets les plus importants sur lesquels l'OCP compte se lancer ou compte accentuer la cadence dans les 5 ans à venir en matière de neutralité carbone? Absolument. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, donc c'est bon. Écoutez, donc dans la roadmap carbone, comme je vous ai dit, ça va être en 2 temps. D'abord sur le scope 1 et 2, et par la suite des efforts pour réduire le scope 3, les émissions indirectes.
Ce qu'il faut voir, bon, aujourd'hui, il y a des investissements qui se font pour construire des capacités de production d'énergie solaire à OCP. Il y a un plan sur 2030, mais bien sûr phasé en plusieurs segments, justement pour pouvoir non seulement produire notre propre électricité, mais aussi utiliser cette électricité-là pour réduire les impacts dans les autres j'ai envie de dire, les autres impacts qu'on puisse avoir en développement durable. Donc, notamment, on a un plan aussi pour produire 100%, utiliser 100% d'énergie, 100% d'eau non conventionnelle, en fait. Donc, de l'eau de source non conventionnelle, c'est-à-dire du recyclage, de l'eau traitée ou du dessalement. Et justement, pour pouvoir s'assurer d'augmenter, par exemple, nos capacités de dessalement, qui est un processus qui est assez énergivore, on va pouvoir produire cette électricité-là de sources renouvelables afin que justement on puisse atteindre l'objectif eau, mais sans augmenter par exemple les émissions de gaz à effet de serre, donc en atteignant les deux objectifs d'un coup. On a un projet Green Mining où justement on veut essayer d'améliorer l'empreinte des engins miniers. D'abord on est plus en process R&D, mais c'est avec changer des engins au fuel par exemple pour des engins à l'hydrogène, mais aussi remplacer un certain type de transport qui se fait par exemple par engin pour des convoyeurs électriques ou autres solutions. On a un gros programme d'efficacité énergétique aujourd'hui. Je pense que 80% des sites OCP sont certifiés ISO 50001. Donc on est sur le dernier site qui est en phase d'obtenir sa certification, qui est la certification pour les programmes d'efficacité énergétique. Donc on a un puits de réduction, j'ai envie de dire, d'émissions de gaz à effet de serre qu'on peut aller chercher juste grâce seulement à l'efficacité énergétique. Donc aussi dans notre processus industriel, le séchage des phosphates est un gros puits en fait dans lequel on peut aller puiser. Donc on est en train de travailler sur des programmes de séchage solaire et donc tout ça c'est un peu sur le scope 1. Lorsqu'on regarde sur le scope 3, on a des projets de carbon farming, donc travailler un peu plus avec les agriculteurs pour favoriser l'agriculture régénératrice, capter le carbone dans les sols. Et pouvoir justement générer des crédits carbone, aller les échanger sur les marchés ou bien les utiliser justement pour compenser la part des émissions qu'on ne pourrait pas compenser. Et les projets en fait aussi autour de la production de l'ammoniac vert grâce à l'hydrogène vert. Donc le Maroc est en phase de déployer sa roadmap sur l'hydrogène vert. On a lancé un pilote là-dessus et ça fait plusieurs années qu'on travaille sur des projets d'hydrogène vert, qui est aussi une manière de réduire un peu l'impact, vu que l'ammoniac est un des composants principaux des engrais phosphatés. Cet ammoniac est acheté, l'empreinte est dans notre scope 3. On irait intégrer une part de cet approvisionnement, j'ai envie de dire, en ammoniac vert dans le futur. Donc voilà, ce sont quelques avenues, bien sûr, il y en a plusieurs autres, mais on voit que le scope est large en tout cas. Pardon? Oui, écoutez, il faut diversifier. Il faut diversifier. Ce qu'on peut éviter, on l'évite. Ensuite, ce qu'on peut réduire, on le réduit. Et ce qu'on ne peut pas, on essaie de le compenser. Et c'est un peu là-dedans qu'on s'engage. Bien sûr, on a un gros programme de reforestation dans les programmes de réhabilitation minière où on cherche à replanter des arbres. Au total, ce sont 4,5 millions d'arbres qui ont déjà été plantés par OCP, donc qui peuvent nous aider à atteindre aussi une réduction considérable de notre empreinte carbone, mais bon, on se limite pas à ça. Il y a beaucoup de pain sur la planche, j'ai envie de dire. Et malgré tout ce que vous faites, et qui est énorme, considérable, j'ai retenu les engins miniers à hydrogène. Vous m'avez fait rêver, très franchement, je vais aller regarder ça parce que quand vous vous en recevez à l'OCP, vous me contactez. Je vais vous donner mon numéro de téléphone juste après, je veux bien essayer. Super. Magnifique. Et si je peux me permettre très rapidement, il y avait un commentaire je pense de ML qui parlait des grands risques qui ont été identifiés, en tout cas qui sont le climat et les genres.
j'ai lu un rapport du World Economic Forum, donc le forum mondial, le forum économique mondial, et qui s'appelle le Global Risk Report. Et dans ce rapport, on publie justement les 10 risques, les 10 risques majeurs liés à les 10 risques majeurs qui pourraient dérouter l'économie. Et lorsqu'on regarde ces 10 risques, il y en a 5 qui sont liés à l'environnement, 3 qui sont liés au social, et les 2 autres, c'est la crise de la dette et les confrontations géopolitiques. Donc c'est pour vous dire que sur les 10 risques, il y en a 7 qui sont directement liés au développement durable. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'une action intégrée et d'une action commune pour le développement durable si on veut que justement trouver cette nouvelle économie, cette économie durable dans laquelle on va tous pouvoir prospérer. Alors, peut-être une toute dernière question sur le marché carbone qui a été évoqué tout à l'heure par vous, Nasma Jrandi. On en est où de ce marché carbone marocain national? Est-ce que ça se dessine? Est-ce que c'est proche? Qu'est-ce qui reste à faire? C'est compliqué. Très rapidement, peut-être en maximum 3-4 minutes. Je sais que c'est beaucoup demandé. Sûr. Non, il n'y a pas de souci, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il faut savoir que on est quand même dans une situation de crise. Avec une augmentation. D'abord, on est sorti d'une période de pandémie mondiale, et plus maintenant la guerre en Ukraine qui a retenti sur l'augmentation des prix des matières premières et notamment de l'énergie. Donc, vous êtes tous sans savoir que le Maroc importe une grande partie de son énergie. Donc, et c'est un grand poids sur notre balance commerciale. Donc, en fait, aujourd'hui, la situation, j'ai pas envie de dresser un tableau noir pour finir ce webinaire, mais la conjoncture économique est un peu compliquée. La conjoncture économique est un peu compliquée et donc venir parler de taxes carbone tout de suite, vous avez vu ce que les gilets jaunes ont fait en France. Donc, on va pas s'orienter là, on va pas s'orienter vers ça. Mais clairement, il s'agit de préparer les choses en bonne intelligence et la réflexion est menée au sein des départements concernés, le ministère de l'économie et des finances, avec le ministère de la transition énergétique et du développement durable, l'ensemble des parties à la Convention cadre pour la décarbonation de l'économie marocaine, le secteur privé, enfin voilà, il y a vraiment une réflexion, ça se prépare, il faut du temps, il faut mettre tous les acteurs autour de la table, il faut essayer de converger, on va dire, en fonction des contraintes exogènes, qui parfois, auxquelles nous sommes confrontés. Mais ce qui est sûr, c'est que on est engagé. Notre pays l'est. C'est une question de compétitivité pour nos entreprises. C'est une question de responsabilité envers les générations futures. Il ne faut pas l'oublier. C'est aussi un engagement au plus haut niveau de l'État qui est porté par Sa Majesté le Roi, donc et par l'ensemble du gouvernement marocain. Donc je pense je pense que tout l'ensemble des acteurs convergent sur l'importance de s'inscrire sur un modèle de développement durable et qui a fait l'objet du nouveau modèle de développement qui a été mené par notre pays. Passionnant webinaire, merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses ce soir. Personnellement, j'en ai appris quelques-unes. On voit qu'il y a une entreprise modèle qui est là, l'OCP, qui justement tire vers le haut, notamment tout ce qui est en matière d'innovation dans la transition énergétique. On a vu une banque justement pionnière en la matière, en matière de financement énergétique, qui continue encore de voir ce qui est possible de faire et d'élargir le scope d'activité. On voit un patronat qui multiplie les initiatives pour attirer davantage d'entreprises dans ce scope de l'efficacité énergétique. Et puis on a vu qu'il y a effectivement encore beaucoup à faire, même si on semble être prêt du côté du Maroc vis-à-vis de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières décidé par l'Union européenne à partir de l'année prochaine pour les 5 activités donc, qui sont listées. Il restera beaucoup de défis peut-être dans les prochaines années à travers d'autres secteurs. Merci beaucoup Ouda Bouchtia. À très bientôt. Je rappelle que vous êtes la responsable commission économie verte à la CGM. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Merci Nasma Jrandi, experte en développement durable. Au plaisir également, à bientôt.
Merci beaucoup, Benoît. À très bientôt. Amal Benaïssa, merci également, responsable financement durable à Bank of Africa. À bientôt, bonne soirée. Merci beaucoup, au plaisir. Et puis Bachir Amouri, qui est donc lead ESG Compliance Subsidiarity Platform à l'OCP Group. Merci encore et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et à bientôt pour leur prochain webinaire de la Chambre britannique. Merci, au revoir. Excellente soirée. Merci, au revoir.